Nous sommes dans l'Angleterre de l'après-guerre. Le pays se relève lentement, l'économie reste fragile, le rationnement alimentaire est encore en vigueur jusqu'en 1954 pour certains produits, et la société britannique se reconstruit autour de ses valeurs conservatrices. Les femmes, qui ont pris une place essentielle pendant la guerre dans les usines et les foyers désertés par les hommes partis au front, sont peu à peu invitées à se faire discrètes à nouveau. Retour à la cuisine et surtout retour à l'ordre moral tel qu'on l'entend à l'époque, sauf pour quelques-unes. Celle qui ne rentre pas dans le cadre, celle qui, comme Ruth Ellis, dérange. C'est une femme indépendante, qui travaille et qui élève seule ses enfants, conçus hors mariage. Il y a de quoi faire jaser. Mais ce n'est rien comparé à tout ce qui va venir remuer l'histoire et le destin de cette femme. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui les crimes oubliés de Ruth Ellis. Ruth Ellis est née Ruth Neilson le 9 octobre 1926 à Ryle, une station balnéaire du nord du pays de Galles. Elle est troisième d'une fratrie de 6 enfants. Son père, Arthur, est violoniste, intermittent donc, souvent absent et parfois violent. C'est comme ça qu'on le décrit partout, un homme pas là mais qui laisse des marques quand il rentre à la maison. Il travaille le plus souvent dans des orchestres, des cabarets ou même lors de bals populaires. La mère de Ruth, Elizabeth, est d'origine belge et élève donc la plupart du temps seule ses enfants, surtout lorsque le père s'évapore pendant plusieurs mois dans la nature avec son violon. La famille est un peu décousue. Les Neilson sont contraints de déménager à plusieurs reprises à la suite de difficultés financières et de l'instabilité professionnelle du père. Malgré ses contrats, Arthur Neilson ne parvient pas à assurer une situation stable à sa femme et ses enfants. D'abord installée à Ryle, la famille tente sa chance à Manchester, puis repart en quête d'une vie meilleure à Londres. Dans l'espoir de trouver de meilleures opportunités économiques déjà, et puis peut-être d'autres emplois. Ces déplacements répétés entraînent une déscolarisation précoce pour certains enfants et un déracinement affectif pour Ruth, qui peine à construire des repères dans cette enfance pas très joyeuse et un peu morcelée. Ces déménagements constants s'inscrivent dans un contexte global de grande précarité, notamment pour les familles ouvrières britanniques des années 30. Une précarité exacerbée par la crise économique de l'entre-deux-guerres et les tensions sociales croissantes en Europe à l'approche du second conflit mondial. Si on résume, enfance modeste, peu d'ancrage et peu d'amour aussi. Ruth, enfant, est décrite comme timide, un peu en retrait. Mais rapidement, on remarque chez elle un fort caractère tout de même, et une volonté de s'en sortir. Et il faut le dire, une beauté qui ne passera jamais inaperçue. Elle commence des études secondaires au Fairfield Senior Girls' School de Basingstoke, un établissement réservé aux jeunes filles. Elle n'est pas mauvaise élève, mais sa scolarité sera très brève. En 1940, à 14 ans, elle quitte l'école pour trouver un emploi. Ce choix, courant à l'époque pour les adolescentes issues de milieux modestes, s'explique par la situation familiale difficile évidemment et le besoin immédiat de contribuer financièrement au foyer. La guerre qui bouleverse le pays entier accélère cette sortie du système scolaire de Ruth et d'autres jeunes filles sont poussées comme elle vers l'emploi, souvent peu qualifiées, pour soutenir l'effort national. Dans le cas de Ruth, cette rupture précoce avec les études marquera le début d'un parcours de résilience et de survie, dans une société encore largement hostile aux ambitions féminines. À ça s'ajoutent des raisons économiques, avec un père absent et une mère débordée par l'éducation des enfants, elle n'a pas le choix. Elle doit contribuer à son échelle ou tenter de s'extraire de son carcan familial. La guerre n'est donc pas l'unique cause de son départ précoce de l'école, c'est aussi la conséquence directe d'une précarité chronique et d'un système social qui n'offre que peu de perspectives aux jeunes femmes comme elle. Elle devient dactylo pendant un temps, puis elle bosse à l'usine, ça et là, puis très rapidement, elle décroche un travail de serveuse. Le temps fait son œuvre, et la puberté aussi. Sa silhouette d'enfant s'affine, elle commence à se maquiller et adopte le rouge à lèvres vif qui ne la quittera plus jamais. Ruth commence à comprendre qu'elle plaît et qu'elle pourra peut-être se construire une vie autrement qu'en étant serveuse.
Mais une vie de femme indépendante dans les années 40 reste profondément transgressive. L'Angleterre de l'époque, marquée par un retour à l'ordre moral, attend des femmes qu'elles réintègrent le foyer et reprennent leur rôle de mère et d'épouse dévouée. Celles qui, comme Ruth, travaillent, élèvent seules leurs enfants ou affirment leur autonomie sont souvent jugées avec suspicion. Que ça puisse être un choix n'est jamais une possibilité dans la tête des gens. La vérité, c'est que la figure de la « femme respectable » entre guillemets, reste ancrée dans les mentalités. Toute déviance à ce modèle, que ce soit par le divorce, la maternité hors mariage ou le travail nocturne par exemple, est perçue comme une véritable menace pour l'équilibre social. Cette pression constante n'empêche pas Ruth de continuer à vivre sa vie, mais elle la rendra d'autant plus vulnérable au regard des autres et à la marginalisation. Ruth, comme tant d'autres avant elle, et après elle d'ailleurs, est rapidement confrontée à la brutalité, des hommes surtout. À 17 ans, alors que la Seconde Guerre mondiale bat son plein, elle tombe enceinte d'un soldat canadien stationné temporairement en Angleterre. Elle accouche en 1944 d'un garçon prénommé Claire Andrea, qu'on appellera toujours Andy. Selon plusieurs sources, notamment les archives biographiques et les témoignages familiaux, ce soldat, dont le nom reste inconnu, assume brièvement la paternité. C'est un peu inédit, et j'ai eu du mal à y croire, mais il envoie de l'argent pendant environ 1 an. Mais cet amour a été de courte durée, car Ruth découvre rapidement qu'il est en fait marié au Canada et père de 2 enfants. Aïe, le gars avait une vie avant elle, et en aura une après elle. 1 an plus tard, donc, le lien est rompu et Ruth se retrouve seule avec Andy, sans plus un sou ou un signe de vie du père. Maintenant mère célibataire dans une société conservatrice et moralement intransigeante, Ruth doit faire face à une stigmatisation sociale forte. Après la naissance d'Andy en 1944, elle a continué à travailler dans divers emplois, notamment dans des usines et des bureaux, pour subvenir à leurs besoins. Elle essaye de se faire bien voir, mais ces emplois socialement acceptés pour les femmes ne lui rapportent pas assez. Pendant cette période, Andy a été principalement prise en charge par sa grand-mère maternelle, Bertha, et sa tante Muriel, la sœur de Ruth. Ce soutien familial permet à la jeune femme de maintenir un lien avec son fils tout en poursuivant ses activités professionnelles nombreuses pour tenter de raccrocher les 2 bouts. À la fin des années 40, Londres est une ville qui vit la nuit. C'est dans ces heures sombres que la capitale bruise d'une autre activité. Clubs privés, bars clandestins, cabarets, casinos de fortune, un peu de tout pour tenter de ramener de la gaieté alors que la guerre s'installe. Les quartiers populaires comme Soho, Fitzrovia ou Paddington se transforment à la tombée du jour. La journée, ils accueillent des ouvriers, des employés, des artisans. Mais le soir venu, c'est un tout autre monde qui s'éveille. Celui des travailleurs de l'ombre, des noctambules, souvent des solitaires. Ces lieux, enfumés, bruyants, sont souvent autant de refuges que de pièges. On y boit, on y danse, on s'y livre corps et âme, et on s'y perd parfois. Pour les femmes, c'est une économie parallèle où l'on peut gagner sa vie, mais ça a un prix. L'alcool coule à flot, les avances sont pressantes, les règles implicites et souvent floues. Et vous le devinez, c'est ce monde-là que Ruth Ellis va intégrer, par nécessité mais aussi parce qu'il est l'un des rares à lui offrir un semblant de liberté. Elle gagne enfin correctement sa vie en souriant, en discutant, parfois en flirtant. On la paie pour sa compagnie avant tout, et parfois un peu plus. Par la suite, Ruth devient hôtesse nue dans une boîte de nuit, un emploi rare et marginalisé à l'époque, vous vous doutez bien qu'elle ne va pas être sacrée mère de l'année. Mais c'est un emploi pour lequel elle est mieux rémunérée que dans les postes de dactylo ou à l'usine qu'elle a occupés jusqu'alors. C'est dingue de devoir en arriver là, mais quand elle voit les chiffres et qu'elle compare, elle ne réfléchit pas longtemps. Surtout qu'elle n'est plus seule, elle a Andy maintenant. C'est une activité qui lui permet de subvenir aux besoins de son fils sans dépendre de quiconque. Le club dans lequel elle travaille appartient à Maurice Conley, surnommé le Crapaud.
Globalement, un gros lourd notoire qui manage son établissement par la peur. Il exerce un chantage constant sur les employés, toutes des femmes, les poussant à avoir des relations sexuelles avec lui sous la menace d'un licenciement ou d'humiliation publique. Ruth tente d'éviter ses avances, mais le climat de terreur dans lequel baigne le lieu pèse lourdement sur elle. C'est certain que c'est dans ce contexte de vulnérabilité, de survie économique et d'abus de pouvoir qu'elle forge une partie de sa carapace. Du fait de toutes ces relations presque anonymes, créées par la prostitution, Ruth tombe de nouveau enceinte, mais arrive à se faire avorter illégalement au 3e mois de grossesse. Au Royaume-Uni, l'avortement est bien sûr illégal au moment où Ruth Ellis y a recours. La législation en vigueur repose alors principalement sur la loi de 1861, appelée Offences Against the Person Act, qui interdit strictement toute interruption volontaire de grossesse, sauf si celle-ci est réalisée pour sauver la vie de la mère, ce qui est extrêmement rare et difficile à faire reconnaître. Ce n'est qu'en 1967, soit 12 ans après la mort de Ruth Ellis, que le Parlement britannique adopte l'Abortion Act. Cette loi légalise l'avortement en Angleterre, au Pays de Galles et en Écosse sous certaines conditions, notamment si la grossesse représente un danger pour la santé physique ou mentale de la femme, ou s'il existe un risque d'anomalie grave chez le fœtus, ou encore pour des raisons socio-économiques selon l'interprétation médicale. Avant ça, les femmes comme Ruth n'avaient d'autre choix que de se tourner vers des pratiques clandestines, souvent dangereuses et mal encadrées. Ces avortements illégaux sont fréquemment réalisés dans des conditions sanitaires précaires, avec des méthodes rudimentaires ou des substances toxiques causant infections, blessures graves, voire le décès des femmes. Celles issues de milieux modestes, comme Ruth, étaient bien sûr les premières touchées par cette situation. Mais Ruth ne se voit pas comme une prostituée. Elle est fière de son travail et malgré la précarité, elle veut tenter de garder le contrôle de son destin. Ruth Ellis s'affiche donc en reine dans les marges de la société anglaise avec une force rare. Elle ne correspond à rien de ce qu'on attend d'une femme à cette époque, ni soumise, ni effacée, ni repentante. Elle avance, à sa façon, dans un monde qui ne lui fait aucun cadeau. C'est cette même volonté de vivre librement qui la fera basculer plus tard. Lorsqu'elle croisera la route de David Blakely, ce ne sera pas un amour, ce sera un affrontement. Un duel silencieux entre une femme qui ne veut plus se taire et un homme qui n'a jamais appris à être contredit. Et ce sera le début de la fin. Pour connaître la suite de cette histoire, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour le 2e épisode de cette saison 21 de Crimes oubliés, consacré à l'affaire Ruth Ellis.